Regardons ensemble la théorie en ce qui concerne les anémies hémolytiques. Donc, vous savez, depuis le départ où vous avez fait de l'immunohématologie, donc de la banque de sang, vous savez qu'il faut éviter à tout prix que le patient, s'il y a des anticorps dans son plasma, dans le fond, ces anticorps-là se fixent à des antigènes sur les globules rouges du patient. On évite à tout prix et c'est pourquoi on fait tous les tests en laboratoire concernant l'identification de l'anticorps, concernant les phénotypes, concernant l'élimination des cellules discriminantes. Donc, notre but ultime, c'est que le patient n'ait pas de réaction transfusionnelle par rapport à un complexe immun qui mènerait, dans le fond, à une anémie hémolytique. Qu'est-ce que ça veut dire, anémie hémolytique? Bien, anémie, bon, bien, on a une baisse d'hémoglobine, puis hémolytique, bien, dans le but de... il y a vraiment là, une hémolyse au niveau des globules rouges et on se retrouve, dans le fond, avec soit une hémolyse intravasculaire ou extravasculaire. L'intravasculaire in vivo est vraiment plus grave que l'extra. L'extra arrive quelquefois dans les réactions transfusionnelles, mais elle est moins grave. Donc, on essaie d'éviter ça. On essaie d'éviter qu'il y ait une hémolyse là, des globules rouges par les tests. Mais il arrive quelquefois qu'on ne peut pas contrôler cette situation-là et on va le voir surtout dans les anémies hémolytiques auto-immunes et il va y avoir d'autres petits diagnostics qui vont se coller à ça et on va les voir là dans les prochaines diapositives. Comment notre patient peut arriver à avoir une anémie hémolytique? Ben, les causes, vous voyez que la première cause, c'est l'alloimmunisation. C'est sûr que par les tests de laboratoire, on y arrive à éviter le plus possible l'alloimmunisation. On sait qu'il y a des patients qui sont stimulés par exemple une transfusion et produisent des anticorps, mais nous, notre rôle dans ça, c'est que lorsqu'il revient pour des prochaines transfusions, bien, on est capable de voir qu'il y a là un anticorps et on est capable de le protéger pour pas qu'il y ait un complexe immun antigène anticorps. Et aussi au niveau des grossesses, on fait des tests là, au niveau du fœtus, au niveau du bébé naissant et chez la mère aussi pour voir s'il y a des complexes immuns entre le bébé et la mère. La deuxième cause, c'est les auto-immunisations. Les auto-immunisations, on ne connaît vraiment pas. C'est dans le fond des anticorps qui sont dirigés contre le soi, ok? C'est-à-dire que j'ai des antigènes et je me fabrique des anticorps contre mes propres antigènes. On a toujours dit que lorsqu'on a une allo-immunisation, la personne a été stimulée à fabriquer des anticorps, mais n'a pas l'antigène sur ses globules rouges. Dans ce cas où l'auto-immunisation est présente, il y a les deux, donc antigène sur les globules rouges et anticorps présents. C'est probablement un dysfonctionnement là, du système immunitaire. Pourquoi un dysfonctionnement? Bien, ça peut être idiopathique, donc on ne sait pas la cause. Ça peut être à cause d'une maladie virale ou par des médicaments. Et la troisième cause, c'est l'immunisation contre certains médicaments. Donc, il arrive que certains médicaments causent un effet de stimulation d'anticorps. Donc, on produit des anticorps contre les médicaments et c'est ce qui ressort dans nos tests lorsqu'on fait nos analyses en laboratoire d'immunohématologie. Et ben, on y arrive, là, je vais vous l'expliquer plus tard quand on va arriver dans cette section-là. On arrive à voir que c'est vraiment des médicaments et non un anticorps, là, vraiment IgG ou IgM. Lorsqu'on parle des anémies hémolytiques auto-immunes, on a la présence d'un auto-anticorps, pas seulement d'un anticorps, mais d'un auto-anticorps qui est fixé sur les globules rouges du patient
Et il peut aussi y avoir des anticorps qui sont libres dans le sérum plasma. Ça peut être des allo-anticorps, mais ça peut être les auto-anticorps qui ne sont plus fixés sur les globules rouges et qui se sont détachés et qui sont libres dans le sérum du plasma. La cause des anémies hémolytiques auto-immunes, elle est soit idiopathique, donc on ne connaît pas la cause, ou consécutive à une autre pathologie d'origine immune. Dans l'anémie hémolytique auto-immune, on a de la difficulté avec la reconnaissance du soi et du non-soi, donc ça c'est altéré. Ça se produit plutôt chez les enfants qui ont en bas âge, donc qui ont plus petit que 5 ans, et chez les adultes, on parle de 50 ans et plus. Les auto-anticorps, ils se comportent différemment des allo-anticorps, donc ils ont différentes caractéristiques. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez votre carton des caractéristiques des anticorps, vous voyez que lorsque l'on parle de l'allo-anticorps anti-petit e dans les RH, vous voyez sur votre tableau que l'anti-petit e ne fixe pas le complément. Tandis que si on parle de l'auto-anti-petit e, donc ça veut dire que le patient a sur ses globules rouges l'antigène petit e et qu'il a aussi un anticorps petit e. Donc, l'auto-anti-petit e, lui, il fixe le complément. Vous voyez qu'ils ont des caractéristiques différentes, l'allo et l'auto. Je vous donne un autre exemple. L'anti-P. L'anti-P, si vous regardez sur votre carton de caractéristiques, vous voyez que c'est un IgM. Par contre, si on parle de l'auto-anti-P, il est un IgG. Donc, ils ont différentes caractéristiques lorsqu'ils sont des auto-anticorps. Voici un tableau que vous allez retrouver dans votre manuel de Roselyne Italien Immunohématologie à la page 272 de votre manuel. Vous voyez, on classe les anémies hémolytiques auto-immunes en 4 types et vous voyez aussi le pourcentage des cas qu'il peut y avoir. Vous voyez que le plus populaire, de 48 à 70 %, c'est une anémie hémolytique qu'on dit à auto-anticorps chaud. Quand on dit auto-anticorps chaud, c'est qu'on parle plutôt d'une immunoglobuline IgG qui seront actives à 37 degrés Celsius. Vous voyez qu'on retrouve ces anémies hémolytiques à auto-anticorps chaud dans des lymphomes, dans du lupus érythémateux comme diagnostic ou des carcinomes. Ça peut être aussi idiopathique et c'est surtout dirigé contre des antigènes RH, surtout des auto-antipetits E et des auto-antipetits C, donc vraiment là, ciblés avec les RH pour les auto-anticorps chauds. Pour le deuxième type, vous voyez qu'on a des maladies à auto-anticorps froids. C'est ce qui concerne des immunoglobulines IgM et elles seront actives à 4 degrés Celsius. Elles pourraient être actives aussi à température pièce. Et comment on les différencie? C'est-à-dire que quand on voit qu'on a une maladie à auto-anticorps froids, on fait des titrages. Vous allez voir cette semaine en laboratoire, vous allez en faire et vous allez comprendre là, que lorsqu'on a un titre qui est assez élevé, on parle là, vraiment, là, ça nous aide à détecter au niveau d'un auto-anticorps froid. Pour ce qui est du type mix d'anémie hémolytique, vous voyez que le nom le dit mix. J'ai oublié de mentionner pour la maladie à auto-anticorps froid qu'ils sont dirigés contre des antigènes grand I, petit I et HI. On revient à notre type mix. Donc, c'est une hémoglobuline active à 37 degrés. Mais vous voyez que l'immunoglobuline, c'est un IgM et elle est active à 37 degrés. C'est pour ça qu'on dit type mixte d'anémie hémolytique et on retrouve encore dans les lupus érythémateux, les lymphomes au niveau de ces diagnostics. L'hémoglobinurie froide paroxystique,
on va le voir plus tard dans les diapositives, c'est un diagnostic où on retrouve une immunoglobuline IgG qui est biphasique, c'est-à-dire qu'elle réagit à 4 degrés et à 37 degrés. C'est quand même rare chez les adultes. On retrouve ça 32% chez les enfants. On voit ça dans les syphilis et les infections virales. Et on peut retrouver un auto-antipetit P dans ce cas-là. Et on ajoute comme diagnostic aussi qu'on les retrouve dans les gens qui ont les oreillons et la rougeole. Et le dernier type, c'est l'anémie hémolytique d'origine médicamenteuse. On va en reparler dans quelques diapositives. Quelques résultats en laboratoire peuvent confirmer la présence d'une anémie hémolytique auto-immune. Auto-immune, anémie hémolytique tout court aussi. Lorsque vous avez une hémolyse qui se crée, vous avez une baisse d'hémoglobine que vous pourriez voir lors de la formule sanguine complète. Une hausse de réticulocytes, il y a une compensation. Donc, on est capable de... La moelle est capable de compenser, mais il y a un certain niveau à un moment donné. Donc, il va y avoir une hausse de réticulocytes. Ça aussi, vous allez le voir au niveau de la formule sanguine. La bilirubine indirecte va être augmentée s'il y a destruction des globules rouges. Et l'aptoglobine, entre autres, va être diminuée. Donc, la durée de vie des globules rouges, là, en somme, va être diminuée. Et là, on parle là, vraiment, là, j'en ai glissé un mot tantôt, mais on parle surtout là, de l'hémolyse intravasculaire ou extravasculaire. C'est vraiment, là, vous voyez là, le schéma ici du mécanisme de destruction des hématies dans les anémies hémolytiques auto-immunes et vous pouvez le regarder à la page 273 de votre manuel. Quels sont les tests de laboratoire en immunohématologie que nous pouvons faire pour identifier l'anémie hémolytique? La première analyse, qui est l'analyse de choix, c'est le TDAG, polyspécifique et monospécifique. Dans le cas d'une anémie hémolytique, le TDAG ou le Coombs direct va être positif. Vous voyez qu'on reçoit le tube du patient et in vivo, vous voyez que les anticorps sont fixés sur les globules rouges déjà et nous avons à faire le test d'ajouter de l'antiglobuline humaine, donc de l'anti-IgG. Et s'il y a lieu, s'il y a des anticorps accrochés aux globules rouges, l'antiglobuline humaine va s'attacher, va faire le pont entre deux IgG et va donner une agglutination qui nous donnera un résultat positif. Pour ce qui est des autres analyses, vous avez l'élution. Dans le cas où on a un TDAG positif, un Coombs direct positif, vous devez aller identifier l'anticorps qui est sur les globules rouges. Donc, vous allez détacher l'anticorps sur le globule rouge à l'aide d'élution. Ça peut être à la chaleur, à l'acide ou avec le froid et chaleur. La prochaine diapositive, on va vous expliquer les 3 élutions. Vous avez l'identification d'anticorps irréguliers dans le plasma et les LUA de l'élution, par des titrages aussi. Et on peut faire aussi une auto-absorption ou une adsorption et test de Donat-Landsteiner au besoin. On va les voir un petit peu plus tard. Donc, regardons ensemble les différentes techniques d'élution. Dans la technique d'élution, il s'agit de séparer le complexe antigène-anticorps, soit par de la chaleur, soit par de l'acidification ou par une méthode de congélation et chaleur. Donc, si on débute avec l'élution par la chaleur, qu'on appelle aussi synonyme méthode de Landsteiner, on l'utilise surtout pour ce qui est des anticorps du système ABO, donc ce que vous avez vu en immuno 1 au niveau d'un antigène, d'un anticorps anti-A IgG. Ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des globules rouges qui sont déjà sensibilisés. Donc, vous devez avoir fait le TDAG avant. Le TDAG doit être positif.
et vous avez les anticorps qui sont fixés sur les globules rouges. C'est ce qu'on appelle des globules rouges sensibilisés. On fait chauffer les globules rouges à 56 degrés Celsius dans un bain-marie un certain temps et par la suite, on centrifuge. On se retrouve avec un culot de globules rouges et on se retrouve avec un surnageant, un ELUA, qui contient dans le fond les anticorps qui se sont détachés des globules rouges. Si on regarde l'acidification, c'est le même principe que le chauffage, sauf qu'on remplace le chauffage à 56 par un traitement à l'acide. On part vraiment des globules rouges sensibilisés aussi avec antigènes et anticorps qui sont fixés. Avec le traitement à l'acide, qu'est-ce que ça fait? C'est que les globules rouges sont hémolysés, donc la paroi du globule rouge disparaît et on obtient dans le surnageant, les LUA, les anticorps qui étaient fixés sur les globules rouges. Pour la dernière technique, c'est la méthode de l'UI qu'on utilise pour la maladie hémolytique du nouveau-né. Dans le cas où une mère est O, donc ce que je venais de vous dire, elle possède des anti-A et des anti-B. Habituellement, les anti-A et anti-B sont des anticorps naturels, mais il y a une faible proportion où l'anti-A est un IgG au lieu d'un IgM. Et ce qui arrive, si notre bébé est du groupe A et qu'il a des antigènes A sur ses globules rouges, l'anti-A de la mère, IgG, pourrait traverser la barrière placentaire et s'attaquer aux globules rouges du bébé, donc s'attacher à l'antigène A. Dans ce cas-là, où le bébé, lorsqu'il naît, où on fait un TDAG et qu'il est positif, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre les cellules, les globules rouges au congélateur entre moins 6 et moins 70 pour la température. Et on les met 10 minutes. Et après ça, on les fait dégeler au bain-marie à 37 degrés. Et ce que ça fait, c'est que lorsqu'on les remet au bain-marie, le fait de les avoir mis au réfrigérateur avant, ça les fait se décoller de l'antigène et on peut les récupérer par la suite. Donc, on centrifuge et on arrive avec un ELUA avec des anti-A IgG. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre l'ELUA avec des globules rouges A, donc avec l'antigène A. On va incuber à 37 degrés. On va laver 4 fois par la suite et on va ajouter 2 gouttes d'antiglobuline. Et on devrait avoir un résultat positif si dans le cas, si c'est un anti-A IgG. Voici ici des techniques complémentaires qu'on appelle dans le cas où on ferait une adsorption. L'adsorption est utile dans les cas suivants. On identifie soit un mélange d'anticorps irrégulier, on veut éliminer un anticorps non spécifique ou un anticorps d'un sérum dans le but de déterminer la présence d'anticorps spécifiques et pour démontrer la présence d'un auto-anticorps, donc on fait une auto-adsorption. Regardons ensemble le premier cas. Dans le premier cas, à gauche, vous voyez qu'on veut identifier un mélange d'anticorps. Vous avez eu la semaine passée un mélange d'anticorps en laboratoire et ce n'était pas facile de définir le deuxième anticorps. Dans ce cas-là, on pourrait faire une technique complémentaire d'adsorption. Ici, je vous donne, donc je vous mets en contexte, là, un cas, donc M. Prudhomme a un anti-FYA connu. Okay? Donc, on fait une identification d'anticorps, on voit bien que le DFIA est présent, mais on a une présence probable peut-être d'un autre anticorps. On soupçonne l'anti-grand K, mais la force de réaction est 3+ pour certaines cellules, donc probablement qu'il est caché en dessous du DFIA et on voudrait s'assurer que ce soit le bon anticorps qu'on a vraiment identifié. Ce qu'on fait, c'est qu'on part avec un sérum, le sérum du patient, et dans le sérum du patient, vous allez avoir le DFIA et vous allez avoir l'autre anticorps que vous présumez peut-être. Ici, c'est l'anti-grand K. On va mettre avec ce plasma-là des globules rouges, des hémacytes, donc des globules rouges commerciaux, excusez. Et ce qu'on va mettre, on va choisir des globules rouges avec le DFIA positif, parce qu'on veut que le DFIA qu'on connaît s'accroche
vraiment aux globules rouges et on veut, dans le fond, laisser l'autre anticorps qui ne se fixe pas. Fait que ce qu'on veut, c'est que si on pense qu'on va avoir un anticorps K, bien, on va mettre l'antigène K négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que sur les globules rouges, il n'y ait pas l'antigène K, ni le d'effet B. Donc, on va le mettre homozygote pour que vraiment les anticorps se fixent aux antigènes d'effet A. On incube à 37 degrés 1 heure et là, le d'effet A va se fixer aux antigènes d'effet A, mais notre antiquel présumé, lui, va être libre. On va faire une centrifugation et on va se retrouver avec notre culot de globules rouges qui est fixé avec le d'effet A et de l'autre côté, on va vraiment avoir l'ELUA, ou le surnageant du deuxième anticorps. Pour ce qui est du culot, les globules rouges sensibilisés, on va faire une élution. Donc, on va aller voir si c'est vraiment le d'effet A qui s'est accroché. C'est comme un contrôle de qualité. Fait qu'on va éluer tout ça. On va prendre le surnageant et on va le mettre en contact avec encore des hématies d'effet A+, pour confirmer que c'est vraiment mon d'effet A qui a été fixé. Pour ce qui est de mon ELUA ici, mais en deuxième anticorps à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en contact avec 11 hémacites, comme l'identification d'anticorps que vous êtes habitué de faire, pour identifier vraiment mon deuxième anticorps. On y va avec l'autre cas. L'autre cas, c'est un auto-anticorps avec allo-anticorps présent. Okay? C'est souvent le cas. Quand on a un auto-anticorps, il y a souvent un allo-anticorps de caché derrière. Il faut faire attention. Dans ce cas-là, on va prendre le sérum du patient. Ici, on a un exemple. Mon patient a un auto-anti-petit e et probablement un allo-anticorps anti-JKA dans son plasma. Donc, on part avec le sérum du patient, ou le plasma, et on va le mettre en contact avec des hémacites connus. Okay? Donc, dans mon plasma, j'ai les deux anticorps, l'auto-anti-petit e et l'allo-anticorps anti-JKA que je présume, peut-être. Je vais le mettre avec des hémacites. Okay? Et dans ce cas-là, mes hémacites, je vais les mettre avec du petit e. Je vais choisir l'antigène petit e. Okay? Je vais incuber à 37 degrés 1 heure. Et ce qui va arriver, c'est que mon auto-anti-petit e va se fixer à mes antigènes petit e. Et je vais avoir des globules rouges sensibilisés avec mon auto-anticorps. Je vais centrifuger. Et lorsque je vais centrifuger, mon culot, ça va se retrouver avec mes globules rouges sensibilisés, mais mon surnageant va se retrouver avec mon allo-anticorps. Par la suite, mon allo-anticorps, je vais pouvoir le mettre en contact avec 11 hémacites pour faire une identification d'anticorps. C'est comme ça qu'on est capable des fois de déterminer un deuxième anticorps qui est soit caché ou soit qu'on n'est pas certain à 100% du profil. Pour ce qui est des traitements des anémies hémolytiques, il y a différents traitements. On utilise la corticothérapie qui permet de réduire, dans le fond, la synthèse d'anticorps, fait qu'il y a moins d'anticorps un peu pour ceux qui ont des auto-anticorps. Il y a la splénectomie, dans le cas là, que si la cortisol là, ne fonctionne pas. Et lorsqu'il y a une splénectomie, donc lorsqu'on enlève la rate, ça réduit, dans le fond, la séquestration des globules rouges sensibilisés. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un complexe IMA à l'intérieur, dans le fond, in vivo, la rate, elle va aller chercher le complexe IMA avec le globule rouge et elle va vraiment comme faire le ménage et va vraiment, c'est pour ça qu'on tombe en anémie, parce qu'elle va vraiment prendre tous les globules rouges où il y a un complexe IMA. En enlevant la rate, on diminue un petit peu là, la séquestration des globules rouges sensibilisés. Il y a aussi l'immunosuppresseur. Les immunosuppresseurs sont couramment utilisés pour corriger l'anémie. Dans le fond, ce qu'ils font, les immunosuppresseurs, ils interfèrent dans la production aussi d'anticorps. C'est sûr que le dernier recours, c'est la transfusion.
Puis, c'est assez complexe quand il y a des auto-anticorps chauds, surtout, de transfuser. Lorsqu'on transfuse, des fois, on n'est pas capable d'avoir une compatibilité parfaite, c'est-à-dire une compatibilité négative. On priorise, dans le fond, on va lui donner une transfusion où si le patient a des allo-anticorps, on va prioriser ça. Exemple, s'il y a un auto-antipetit E, puis ce qu'on a vu avec un anti-JKA, ben, je vais lui donner une transfusion où l'antigène JKA n'est pas présent. Mais je ne lui donnerai pas non plus là, du petit E, mais ça va être difficile, là, ça va réagir quand même. On évite, c'est ça, on évite de lui recréer une nouvelle allo-immunisation parce que là, ça commence à être compliqué. On essaie de donner des transfusions là, qui sont comparables à son phénotype. Et quelquefois, si c'est des auto-anticorps froids, donc qui réagissent soit à température pièce ou à 4 degrés, on va donner, dans le fond, un culot sanguin dans un réchauffe-sang pour vraiment là, garder toujours la température aux environs là, de 35 degrés lorsque, dans le fond, le sang, quand il sort du réfrigérateur, quand on le donne, il y a une demi-heure hein, entre le fait qu'on donne le culot et qu'il doit être transfusé au patient. Il y a un délai d'une demi-heure pour qu'il soit branché. On s'attend que ça sort à 4 degrés. C'est sûr que le temps qu'il branche tout ça, ça descend un peu, mais ça fait que, dans le fond, des fois, le culot, il peut être froid. C'est pour ça qu'on pourrait utiliser un réchauffe-sang pour diminuer l'impact au niveau des auto-anticorps froids. L'hémoglobinurie paroxystique froide, on l'a vu dans le tableau au début, lorsqu'on a parlé des anémies hémolytiques, c'est dans le fond un auto-anticorps IgG qui se produit, donc la plupart du temps un anti-P. C'est un anticorps qui est biphasique, donc il se lie aux globules rouges à des températures froides. Quand on parle de froide, c'est un petit peu plus bas que 37, et il fixe le complément, mais il lise les globules rouges, donc il est stand-by, on dirait, à température froide, mais il lise les globules rouges à température chaude. Donc, je vous explique par un dessin, vous voyez la circulation périphérique, OK? Le bout des doigts, des choses comme ça, le bout des orteils. Vous voyez qu'il y a une sensibilisation des globules rouges par l'anti-P, donc les petits anticorps que vous voyez, et aussi une fixation du complément par la petite étoile. Tout ça ne détruit pas les globules rouges tant qu'on reste à 32 degrés. Mais lorsque la circulation est plus profonde, donc lorsque les globules rouges entrent vraiment plus profond au niveau in vivo, au niveau du corps humain, là, dans le fond, il y a une destruction des globules rouges, l'élution de l'anti-P, mais pas du complément. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une hémolyse intravasculaire. Lorsque nous avons un diagnostic d'hémoglobinurie froide paroxystique, il y a des analyses de laboratoire que nous pouvons faire, entre autres le frottis sanguin. Le frottis sanguin, on va voir de la polychromatophilie et on va voir aussi des globules rouges nucléés, mais il y a aussi le test de Donat-Landsteiner qui, en fond, confirme le diagnostic d'hémoglobinurie. Dans cette technique, vous voyez qu'on utilise, dans le fond, 2 échantillons du même patient et il faut qu'il soit sans anticoagulant parce que ici, on veut que le complément se fixe et vous savez qu'avec l'anticoagulant, avec le plasma, on ne peut pas, ça désactive au niveau du complément. Donc ici, vous avez un tube qu'on va inscrire froid, donc on prélève 2 tubes et un autre tube où on écrit C pour chaud. À gauche, le tube F, c'est le sang complet du patient, donc on ne centrifuge pas. Et dans le sang complet du patient, si le diagnostic d'hémoglobinurie est présent, vous allez avoir des globules rouges, vous allez avoir l'anti-P. Et lorsque là, on incube à 4 degrés pendant 30 minutes, l'anti-P va se fixer aux globules rouges, donc il va y avoir sensibilisation, et en plus, on va fixer le complément. Si on ramène ce tube-là et qu'on le ressort à 4 degrés et qu'on le remet à 37 degrés dans un bain-marie et qu'on incube 30 minutes, il va y avoir destruction des globules rouges et lorsque vous allez centrifuger le tube, donc à cause de l'activation du complément,
il va y avoir une hémolyse qui va être observée dans votre tube. Tandis que le tube C, chaud, c'est le même sang, donc vous avez encore de l'anti-P présent, OK? Et vous incubez à 37 degrés au lieu de 4 degrés à 30 minutes. Il n'y a aucune fixation qui se fait. Et vous continuez l'incubation encore à 37 degrés pendant 30 minutes. Encore là, aucune fixation. Si on centrifuge, vous n'aurez aucune hémolyse. Regardons ce que ça donne dans les tubes. Vous voyez qu'à gauche, j'ai mon tube, dans le fond, C, qui a passé 60 minutes à 37, et vous avez le tube F qui a passé 30 minutes à peu près 4 degrés et 60 minutes à 37 ou 30 minutes à 37 degrés. Et vous voyez qu'il y a une hémolyse. Lorsque l'on parle d'anémie hémolytique d'origine médicamenteuse, c'est que les hématies, ils sont que les victimes. C'est-à-dire que c'est un conflit immunologique, mais qui est étranger. Donc, c'est à cause d'un médicament. Et ce n'est pas, dans le fond, une anomalie du globule rouge. Fait qu'ils sont comme victimes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont victimes. Il y a 4 mécanismes différents qui sont associés aux anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse. Regardons ensemble le premier. Donc, le premier, on parle de l'adsorption érythrocytaire de médicaments. C'est-à-dire que le médicament, dans le fond, il va se fixer à la membrane érythrocytaire. Et le fait qu'il se fixe à la membrane érythrocytaire, parce qu'il ne se fixera pas sur tous les globules rouges. Fait que là, le système immunitaire du patient va dire « Oh, il y a des globules rouges que je ne reconnais pas. » C'est comme si, dans le fond, il y avait une transfusion. Et ces globules rouges-là, où il va y avoir des médicaments sur les globules rouges-là, il va se fabriquer des anticorps, dans le fond, contre les médicaments qui sont sur les globules rouges. C'est comme s'il se produisait, là, il fabriquait un anticorps contre des antigènes. Là. Lui, il voit ça comme des antigènes étrangers. Ces anticorps, en se fixant sur les médicaments, ils vont sensibiliser les globules rouges. Puis ça fait en sorte que ces globules rouges-là vont être éliminés. Et ils sont de classe IgG. Puis ils ne fixent que rarement le complément. Ça, c'est notre premier mécanisme. Pour ce qui est de du deuxième mécanisme, c'est une modification de la membrane érythrocytaire. On dit que, dans le fond, exceptionnellement, les médicaments modifient la membrane érythrocytaire. Donc là, vraiment, il y a une modification et ça favorise ainsi l'absorption de diverses protéines sériques. On dit que ce mécanisme entraîne rarement une diminution de la survie des globules rouges. Les protéines sériques fixées sur les globules rouges sont de classe IgG ou IgM ou IgA. Puis les composants, aussi les composants du complément, le fibrinogène et l'albumine peuvent se fixer également. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une fabrication, il y a une membrane modifiée par l'absorption du médicament et par la suite, les anticorps avec le complément et les albumines se fixent vraiment sur le globule rouge. Le troisième mécanisme, c'est l'absorption érythrocytaire d'un complexe médicament-antimédicament. Donc, dans ce cas-là, le médicament induit la formation d'un anticorps spécifique. Vous voyez que là, au départ, mon médicament ne s'est pas accroché du tout au globule rouge. Okay? Donc, mon médicament était libre et il y a eu fabrication d'un anticorps antimédicament libre dans le plasma. Et par la suite, ce complexe immun s'est fixé sur les globules rouges. Et le complément s'en mêle pour avoir vraiment une lyse, donc une destruction du globule rouge. On dit que comme le complément est activé, les patients présentent fréquemment une hémolyse intravasculaire aiguë dans ce cas-là. Donc, c'est assez grave. Le dernier mécanisme s'appelle auto-immunisation. Dans ce cas-là, c'est que certains médicaments induisent une anémie hémolytique, donc vous allez avoir encore un TDAG positif, mais les anticorps produits sont dirigés contre un déterminant génique des globules rouges et non contre le médicament.
sais, dans le fond, le médicament là, fait en sorte qu'il va des fois un petit peu modifier les déterminantes géniques des globules rouges, puis ça fait en sorte que là, il y a une production d'anticorps contre ce déterminant-là. Le mécanisme est inconnu et il faut par contre que l'anticorps se conjugue à une macromolécule pour induire une réponse immune. On voit ça pour les médicaments pour la tension artérielle, le méthyldopa ou le levodopa pour le Parkinson. Voici un résumé sous forme de tableau des anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse. Vous pouvez le retrouver à la page 288 de votre manuel Roselyne Italien. Vous avez le mécanisme de sensibilisation, donc est-ce que c'est une absorption du médicament, est-ce que c'est une modification de la membrane. Vous avez les médicaments impliqués. Ce n'est pas à étudier, je ne demanderai pas les médicaments. Au niveau de la classe d'IG, donc d'immunoglobulines, vous voyez que parfois c'est IgM ou le plus souvent c'est IgG. Et les tests directs à l'antiglobuline sont positifs dans les 4 cas. Et la fréquence de l'hémolyse, est-ce que c'est une hémolyse intravasculaire ou il n'y a pas d'hémolyse du tout? Donc, vous avez vraiment le résumé dans ce tableau. Quelles sont les analyses de laboratoire qui peuvent aider à déterminer l'anémie hémolytique, mais dans lequel elle est d'origine médicamenteuse? Donc, vous avez encore le TDAG qui est l'analyse de choix. Donc, vous allez avoir un TDAG positif. Vous pourriez faire une élution. Mais dans le cas d'une élution, vous allez, dans le fond, avoir dans votre surnageant un anticorps antimédicament. Même si vous faites une identification d'anticorps avec 11 cellules, bien, on s'entend que dans les 11 cellules, il n'y a pas le médicament. Fait que l'anticorps ne se fixera jamais aux cellules. Donc, vous allez avoir un résultat complètement négatif si vous n'avez pas d'anneau anticorps là, présent. Là. Donc, oui, on peut le faire pour confirmer, mais dans le fond, ça vous prendrait le médicament que vous pourriez mettre mais vous pourriez diluer, dans le fond, votre plasma de votre patient, le diluer avec différentes concentrations. Et là, vous allez voir que avec ces globules rouges, là, probablement que ça pourrait diminuer là, avec plusieurs concentrations de dilution du médicament. C'est ça, on pourrait faire l'identification d'anticorps réguliers, mais avec la présence de différentes dilutions, comme je viens de vous expliquer. On pourrait faire un titrage aussi et une auto-absorption au besoin, mais ça commence à être complexe. J'ai rarement vu là, des auto-absorptions avec des médicaments. Pour ce qui est du traitement, lorsqu'on a une anémie hémolytique d'origine médicamenteuse, c'est vraiment d'arrêter la médication, si on peut. Donc, arrêter la médication, refaire des tests de DDAG dans à peu près 3 à 4 mois pour voir là, si c'est vraiment le médicament qui affecte. On peut aussi donner des transfusions s'il y a une anémie sévère. Au niveau des transfusions, ça ne devrait pas être affecté. Donc, c'est sûr que l'identification d'anticorps va être difficile parce que ça peut sortir ou ça ne peut pas sortir à travers l'identification. Mais au niveau de la compatibilité, on devrait s'en sortir. Pour ce qui est des anticorps antimédicaments, c'est ça, ne réagissent pas avec les hématies normales. Donc, c'est ça. Fait que quand on va donner des transfusions, on fait une compatibilité, on donne des globules rouges normaux. Donc, on devrait s'en sortir, puis on devrait être capable vraiment de transfuser le patient dans ce cas-ci. Merci. Je vous invite à faire les exercices, il y en a deux exercices formatifs sur Moodle en ce qui concerne les auto-anticorps.